Ils sont les nouveaux visages du pouvoir malien. Ismaël Ouagué, colonel-major, en compagnie de 3 autres camarades, s'est exprimé sur la chaîne nationale. Au nom du Conseil national pour le salut du peuple, l'appel est lancé pour une transition politique civile. Retour ce soir sur cette déclaration et sur les péripéties de la profonde crise qui secoue le Mali. Sollicités dans les temps de crise, ils sont célébrés en cette date. Hommage aux travailleurs humanitaires, une reconnaissance qui intervient au moment où le Burkina enregistre plus d'1 million de déplacés. Un plan de réponse humanitaire est d'ailleurs lancé ce 19 août. Nous le découvrons dans cette édition. Dans ce journal également, nous faisons le suivi de la campagne agricole. De bonnes nouvelles en perspective dans le Kénédougou avec une bonne physionomie des champs. Nous irons à la rencontre de quelques producteurs céréaliers. Il est officiellement le candidat démocrate à la présidentielle américaine. Joe Biden est désormais investi, une nomination bientôt confirmée lors de la clôture de la convention du parti, moment solennel où Kamala Harris acceptera sa nomination en tant que colistière. Ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par l'actualité au Mali et ce coup d'État retentissant qui a contraint le président Ibeka à la démission. Eh bien, après plusieurs interrogations et supputations, les putschistes se sont finalement exprimés à travers leur porte-parole sur l'ORTM. Le colonel-major Ismaël Ouagué, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, annonce une transition politique civile et des élections dans un délai raisonnable. Ils sont les visages du coup d'État au Mali. L'homme qui lit le communiqué, Ismaël Ouagué, est major-colonel, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. À ses côtés, 2 autres colonels, Malik Diao et Sadio Camara, tous 2 en poste dans la région militaire de Kati, d'où est partie l'insurrection. Leurs motivations sont encore incertaines, mais ce coup d'État intervient alors que la rupture semblait consommée entre le gouvernement et certains officiers supérieurs maliens. Problèmes de paiement des soldes, corruption, scandale de détournement des fonds destinés à l'équipement des forces. Le moral des troupes est au plus bas. Depuis 2 ans, les revers s'accumulent au nord face aux djihadistes. Des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Une armée malienne qui a dû aussi faire face aux critiques de son gouvernement et de la communauté internationale. Début août, la mission des Nations Unies au Mali publiait une enquête accablante pour l'armée de terre et la garde nationale, accusée d'une centaine d'exécutions sommaires entre les mois d'avril et juin. Une crise de confiance de plus dans un pays où le fossé entre l'État et la population s'est également creusé ces derniers mois. Ce mardi, les mutins étaient acclamés par une foule réclamant le départ du président Keïta. Ce coup de force serait-il une conséquence attendue de la tension qui a longtemps couvé au Mali? Depuis plusieurs mois, le président sortant est contesté dans la rue. Une crise politique qui a mis le pays dans une instabilité. Retour sur les événements marquants. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission, la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Une annonce faite peu après avoir été arrêté puis enlevé par des soldats. Un coup d'état militaire soutenu par plusieurs manifestants. Il s'est adressé aux citoyens maliens lors d'une allocution télévisée. Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Ce qui a commencé comme une mutinerie de soldats dans une base près de la capitale sur la question de la rémunération s'est transformé en une prise de pouvoir après des mois de protestations antigouvernementales. Keïta a remporté un second mandat lors des élections de 2018, mais la corruption, la mauvaise gestion de l'économie et la montée de la violence communautaire dans certaines régions du pays ont suscité la colère. La situation a été aggravée par une insurrection islamique et la pandémie de grippe aviaire. La nouvelle de son départ a été accueillie avec jubilation par les manifestants anti-gouvernement. Le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient de haut et en bas. Vraiment, nous sommes très contents. Il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas la santé, il n'y a pas la sécurité.
Mais au niveau international, cette évolution a été condamnée par l'Union africaine, les États-Unis et la CEDEAO, qui a tenté de servir de médiateur dans la crise politique du Mali. La France a également exprimé son inquiétude avant le discours de Keïta. Elle effectue une mission de maintien de la paix au Mali depuis 2013. Le Mali qui a donc basculé dans une nouvelle étape de son histoire, une situation qui focalise l'attention et l'intérêt des ressortissants maliens vivant à Bobo-Dioulasso. Nous sommes allés à leur rencontre grâce à Lamine Karantao et Karim Assissé. Lassina Tougoula, Djeneba Ouattara et Suleiman Soumaoro sont tous des Maliens vivant ici à Bobo-Dioulasso. Depuis le début de la crise sociopolitique dans leur pays, ils suivent avec beaucoup d'attention l'évolution des événements. Des événements qui ont fini par aboutir à un coup de force militaire et à l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils formulent le vœu qu'une transition soit ouverte. Une transition qui devrait travailler à sécuriser le pays, à réconcilier le peuple malien et à organiser des élections libres et transparentes. Pour la suite, c'est d'instaurer, cela veut dire une gouvernance, une bonne gouvernance au Mali, tenir compte des suggestions de la population. Il faut que ça soit organisé pour avoir au moins, pour pouvoir aller aux élections. Élection présidentielle ouverte à tout le monde. Bon, mon choix n'est pas qu'il ne faut pas qu'il reste au pouvoir. Mais s'il veut être membre du pouvoir, de la gouvernance, il faut qu'il passe la présidence à la société civile. Et il reste maintenant en garde-vous. Pour dire que faites attention. Nous avons démis les IBK pour avoir la bonne gouvernance. Donc il faut faire la bonne gouvernance et faire des élections transparentes et équitables. Même loin de leur chère patrie, ces Maliens portent toujours leur pays en cœur. Et ils implorent Dieu pour que le Mali retrouve la paix et la stabilité. Et dans les temps difficiles que traversent les pays, recours est fait assez souvent à ce que l'on appelle les travailleurs volontaires. Au Burkina Faso, ils sont sollicités pour assistance aux déplacés internes, évalués à plus d'1 million de personnes. Mais en réalité, ce sont au total 2,9 millions de Burkinabés qui sont dans le besoin d'assistance. Une réponse humanitaire 2020 révisée est évaluée à plus de 230 milliards. Elle est lancée en ce 19 août, journée également choisie par le Burkina pour rendre hommage aux travailleurs humanitaires Adama Guiti et Draman Adatian. Quelques photos des humanitaires à voir sur ces images. Ils sont environ 3000 travailleurs humanitaires nationaux et internationaux en service au Burkina pour redonner sourire aux personnes vulnérables, parfois au péril de leur vie. Héros au quotidien. Ce 19 août, l'heure est dédiée. Ces héros au quotidien qui ne dorment pas, qui font parfois une année sans voir leur famille, qui font parfois une semaine sans prendre une douche. Nous avons besoin de les célébrer. Nous avons besoin de reconnaître leur bravoure. Reconnaître l'engagement des travailleurs humanitaires et assurer la dignité des personnes affectées par la crise. Ce double appel est ainsi lancé au même moment que le pays dépasse le chiffre d'1 million de personnes qui sont contraintes de quitter leur foyer du fait de l'insécurité. 1 13 234 déplacés à prendre en charge. Et la survenue du Covid-19 en rajoute à ces statistiques. En somme, 2 900 000 Burkinabés sont en attente d'assistanat. Leurs besoins évalués à 233 500 milliards de francs CFA, conformément au plan de réponse 2020 révisé du ministère de l'Action humanitaire. C'est les partenaires qui mettent en œuvre avec l'accompagnement que vous voyez sur le terrain. Donc nous avons à 37% en plus de ce que l'État fait. Donc cette année, nous avons eu, par le biais de la réponse holistique de la riposte de la Covid-19, nous avons eu 10 milliards du gouvernement. Les besoins humanitaires demeurent croissants. Un défi pour le gouvernement et ses partenaires qui, malgré l'adversité, disent travailler à garantir dignité et protection des populations.
Dans ce contexte de terrorisme et de crise communautaire, quel rôle peuvent jouer les femmes pour la promotion de la paix? À l'initiative de l'association AMI, elles ont été réunies pour un forum à Waïouya. Ce 18 août, l'association a expliqué aux femmes leur rôle dans la résolution des conflits. Détail avec Irénée Kaboré et Karim Bikenga. Quand vous échangez avec les résidents sur ce site de déplacés internes de Waïouya, ils vous disent les femmes sont les plus nombreuses. L'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant, a fait le même constat et tient ici un forum provincial sur le rôle des femmes dans la promotion de la cohésion sociale. La paix, la lutte contre la violence, ça s'apprend par les femmes. C'est les femmes qui éduquent les enfants. C'est les femmes qui agissent pour que les enfants voient. C'est dans la famille déjà qu'on inculque la lutte contre la violence aux enfants. Dans les registres de la direction régionale en charge de l'action humanitaire également, les chiffres confirment le constat fait sur ce site. La province du Yatenga compte à ce jour 9000 femmes déplacées internes contre 7000 hommes. Et le haut-commissaire de la province invite les participants à ce forum à jouer pleinement leur rôle pour la paix. Nous sommes également des actrices dans la recherche de ces solutions-là. Au quotidien, nous devons être capables d'apporter, en tout cas, l'essentiel. Nous sommes tous fils de ce Burkina et nous sommes tous appelés à construire. C'est ça aussi le rôle de la femme, c'est d'aider à aller vers la paix, vers l'entente, vers la cohésion. Les participantes de ce forum sont pour la plupart des responsables d'organisations féminines de la province du Yatenga. Le forum se tient dans le cadre du projet REDI, renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés du Nord et du Centre-Nord du Burkina Faso. Et en attendant une solution définitive, le message d'entraide, lui, est bien passé au niveau du Haut Commissariat pour les réfugiés et l'ONG Plan Burkina. Ils tendent la main aux déplacés internes de la boucle du Mouhoun à travers le lancement officiel de la deuxième phase du projet de fourniture d'abris et d'articles. Plus de 300 ménages dans la Kossi en sont bénéficiaires. Le projet, estimé à 1 milliard de francs CFA, permettra également un relogement des 10 déplacés. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. La situation sécuritaire a occasionné plusieurs déplacés internes dans la boucle de Mouhoun. Si certains déplacés sont dans des familles d'accueil, d'autres vivent dans des conditions plus précaires. Ce sont des maisons d'emprunt qu'ils sont dedans, qui sont vraiment en état vraiment délabré. Et présentement, en saison hivernale maintenant, quand vous arrivez chez eux, ça coule. Toutes les différentes toitures coulent. Ils sont réellement dans les besoins. Pour leur venir en air, Plan International Burkina et ses partenaires leur apportent du soutien à travers le projet de fourniture d'abris et d'articles ménagers. Nous avons procédé avec, bien sûr, l'accompagnement de nos autorités régionales au lancement de la deuxième phase qui va de juillet à décembre 2020. Pour cette phase, il faut dire que le HR nous a financé pour l'ensemble des régions dans lesquelles nous intervenons, à savoir l'Est, le centre, le Nord et la boucle du Mouhoun, 2000 abris. Mais maintenant, pour ce qui nous concerne au niveau de la boucle du Mouhoun, quand on prend en compte la province de la Kossi et la province du Sourou, nous aurons à réaliser 320 abris. Et c'est clair qu'avec les 320 abris, nous allons prendre les ménages les plus vulnérables, les ménages les plus menacés, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans des abris au niveau des familles d'accueil. Par ce projet, ces personnes se trouveront dans des cadres et qui puissent leur permettre de pouvoir vivre assez dignement. Bien que nous souhaitons également que la question sécuritaire puisse connaître, j'allais dire, une solution définitive pour que ces populations puissent regagner leur village d'origine. Au cours de cet atelier, le comité de mise en œuvre du projet a fait le bilan de la première phase qui a concerné uniquement la province de la Kossi, où 300 ménages ont aussi bénéficié de ce projet. Un bilan jugé satisfaisant dans l'ensemble. Changement de registre, 52% de taux d'exécution des projets contenus dans le PNDS et concernant le secteur agro-silvopastoral. D'énormes efforts consentis dans le premier semestre de l'année 2020. C'est ce qui ressort du cadre sectoriel de dialogue du ministère de l'Agriculture. Pour ce matin de sa deuxième session, les participants vont examiner et valider le rapport sectoriel de performance. Amadou Ilboudo et Amadou Marcel Atto.
Mise en œuvre du PNDS au Burkina, 52% d'exécution physique et 50% d'exécution financière dans le secteur de la production agro-silvopastorale selon le cadre sectoriel de dialogue. Des résultats engrangés dans le premier semestre de l'année 2020 malgré la crise sanitaire, notamment le Covid-19 et l'insécurité. Par exemple, l'accès des producteurs aux intrants. Nous avons près de plus de 40 000 tonnes d'engrais qui ont été fournis et plus de 12 000 tonnes de semences qui ont été fournies aux producteurs. Si nous prenons l'assurance agricole qui a été adoptée, qui est en cours de mise en œuvre, et également le fonds de développement agricole. Si nous prenons du secteur de l'eau, il y a au moins 26 barrages qui ont été réhabilités, 24 barrages qui ont été réalisés et 12 barrages en cours de réalisation. Un bilan acceptable selon les partenaires au développement qui invitent par ailleurs l'ensemble des acteurs à de meilleurs résultats. Le gouvernement a déployé un effort significatif. Il a apporté des progrès avancés significatifs dans le secteur. Mais nous recommandons continuer à déployer des efforts pour accélérer la mise en œuvre des cibles de performance que n'ont pas encore atteint. En attendant, la présente session permettra aux cadres de mieux apprécier les différentes réalisations du PNDS et faire des perspectives relatives au développement pour la période 2021-2025. Des efforts également dans les champs pour de bons rendements en fin de campagne agricole. Capitale du verger de par sa production fruitière, le Kénédougou entend également contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en matière céréalière. En dépit d'un démarrage difficile et de l'apparition de chenilles légionnaires, la campagne présente une belle physionomie et l'on espère que Dampluy sera au rendez-vous pour les récoltes. Constat avec Kassoum Milogo et Kadouro Menki. Un champ de maïs qui force l'admiration. Là, une autre variété de maïs au stade de levée. Nous sommes dans l'exploitation agricole de Yacouba Traoré à Sidi, dans le Kénédougou. Sur 30 hectares au total, notre producteur cultive plusieurs spéculations. Cette année, j'ai pu faire le riz, le maïs, le soja, le niébé et l'arachide, et le sésame. Même physionomie prometteuse dans cette exploitation voisine. Autre localité cette fois-ci, précisément à Mina. Aboubakar Traoré et sa famille sont en plein entretien de leur champ. C'est un peu présentable parce que avant il n'y avait pas la pluie. Maintenant il a commencé à pleuvoir un peu. Comme vous le voyez aussi, je suis venu verser un peu d'engrais aujourd'hui. Je suis en train de ramasser les gros herbes pour pouvoir labourer ça après, quoi. Pendant le démarrage, il y avait eu les difficultés. Manque de pluie pendant le mois de mai, juin. Et finalement, pendant le mois de juillet, début juillet jusqu'à nos jours, il pleut. Présentement, on est en bonne période de pluie. La saison s'étant bien installée, à présent plane le spectre de la chenille légionnaire comme ici à Guéna. Et face à cette ravageuse, certains producteurs jouent la carte de l'anticipation. J'ai traité la semence et puis sémé. En ce moment-ci, ça peut attaquer la plante. Ça peut rentrer dans la plante, mais ça ne peut pas se développer. Voilà. Moi, je n'ai même pas fait le traitement. Je n'ai même pas traité. J'ai traité seulement la semence. Voilà. Outre quelques poches de sécheresse et la menace de la chenille légionnaire, l'autre difficulté soulevée ici dans le Kénédougou est le manque de matériel agricole. Qu'à cela ne tienne, les producteurs restent confiants et la province espère s'en tirer avec plus de 374 000 tonnes de céréales. Quelle perspective pour ce que l'on appelle les mini-réseaux? Il s'agit d'un ensemble de projets faisant la promotion des énergies propres. L'ABER et le PNUD, à travers une rencontre ouverte ce 18 août, veulent dépasser les productions domestiques pour des productions et distributions à grande échelle, l'énergie étant le catalyseur des autres secteurs de développement. Yafama, Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. Ici, on chauffe les méninges pour répondre à une question.
Celle de savoir comment passer de 20% d'électrification rurale en 2020 à 50% en 2025. Quelques idées sont avancées et parmi elles, celle des mini-réseaux qui permettent d'avoir de l'électricité grâce au soleil. Cela donc passe des kits solaires, qui sont des solutions isolées au niveau résidentiel, à des mini-centrales qui sont des solutions plus grandes. Mini-centrales, vous avez donc en cela quoi? Un champ de panneaux photovoltaïques, vous avez en cela un réseau qui permet de connecter les gens et parfois du stockage qui permet donc de rendre l'énergie disponible 24 heures sur 24. La mise en place de ces mini-réseaux sera supervisée par l'Agence burkinabé de l'électrification rurale. Dans ce processus, l'ABER bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Notre apport, c'est bien sûr l'apport technique et c'est financé par le Fonds pour l'environnement mondial qui est géré aussi par le PNUD. Il y a le point focal au niveau du Burkina Faso, c'est le ministère pour l'environnement. Donc c'est bien le ministère qui a voulu endosser un montant de 1,1 million américains. Soit plus de 600 millions de francs CFA. Une somme qui devrait servir à acquérir des technologies et aussi à peaufiner les projets d'électrification rurale. Du matériel médico-technique et informatique au ministère de la Santé. Le geste se veut un appui dans la gestion des données sur la maladie à coronavirus et d'autres maladies non transmissibles. Il est porté par l'OMS et l'ambassade du Danemark. La remise avec Nong Bakuda et Aimé Solange Guigma. 83 ordinateurs et une cinquantaine d'oxygénateurs, c'est le don fait par l'OMS en collaboration avec l'ambassade du Danemark au Burkina, au ministère de la Santé. Ce matériel médico-technique et informatique, estimé à 118 millions de francs CFA, va contribuer à renforcer la lutte contre le Covid-19 et les maladies non transmissibles. Il s'agit en gros de matériel pour la prise de la tension artérielle, de matériel pour pouvoir évaluer le taux de glucose dans le sang, pour détecter d'éventuels cas de glycémie. Le second lot, il s'agit de matériel qui va contribuer à la prise en charge des cas de maladie à coronavirus. Comme vous le savez, j'en profite pour rappeler que la maladie n'est pas finie au Burkina Faso. Nous avons toujours des cas et j'en profite pour lancer un appel à ce que les mesures barrières soient toujours promis et respecté par la population. Depuis l'enquête STEP en 2013, la prévalence donc, de l'hypertension est assez élevée au niveau du Burkina Faso, autour de 18%. Et pour ce qui concerne le diabète, l'aide autour de 5%. Donc cela nous permettra de pouvoir dépister à temps ces maladies-là et de les prendre en charge de manière précoce. Et je voudrais, au nom du ministre de la Santé, remercier l'OMS, mais également l'ambassade du Danemark pour le don qui a été fait ce matin. C'est un apport donc qui va permettre au Burkina de renforcer la gestion des données à temps et la surveillance de la maladie à coronavirus et également le dépistage précoce des maladies non transmissibles, à savoir l'hypertension artérielle et le diabète. Dossier traité avec diligence pour ces délinquants qui opéraient dans les quartiers de la ville de Ouagadougou, spécialisés dans le grand banditisme. Ils sont désormais entre les mains de la police nationale à travers son service régional de police judiciaire. Par un point de presse, ils ont été présentés au grand public ce 18 août. Le témoignage de Césaire Carfo et Sékou Zongo. Fin de cavale pour ces 4 spécialistes en agression à main armée, cambriolage de domicile et lieux de commerce. Le groupe opérait nuitamment dans les quartiers Karpala, Rayongo, Ouitenga, Zone 1 et Dassasgo, faisant des dizaines de victimes. Je suis arrivé le soir, je suis allé me coucher. Et le sac était dans le véhicule. Le matin, je me suis levé, trouvé que ils ont cassé le véhicule. Ils ont pris le sac là, dans lequel il y avait l'arme. Les investigations menées par le service régional de la police judiciaire du centre, SRPJ, ont permis de les mettre aux arrêts. L'enquête a permis de saisir 4 pistolets automatiques de calibre 7,65, un pistolet automatique de calibre 9 mm, 17 vélomoteurs, un tricycle, 3 batteries de véhicules, 3 postes téléviseurs, 7 téléphones portables, 4 fausses clés de véhicules, un trousseau de clés passe-partout,
27 clés USB, une tablette, divers accessoires de téléphone portable et un registre de livraison du magasin de vélomoteurs. En cette période d'hivernage, les attaques à main armée sont légion et le commissaire principal de police Saïbou Galbané appelle à la vigilance. Il est demandé à la population de s'assurer que les portes et fenêtres sont bien fermées avant d'aller au lit. Renforcer l'éclairage des cours et des ventiles de concession. Ne pas laisser des objets tranchants, contendants, piquants dans la cour pendant la nuit. Tailler les hautes herbes aux abords des concessions et routes. Éviter d'emprunter les zones à risque. Éviter de stationner les véhicules dans les endroits sombres ou sans surveillance. Le service régional de la police judiciaire du centre salue la collaboration des populations qui a permis l'atteinte de ce résultat. Il les invite par ailleurs à toujours dénoncer tout cas suspect aux forces de défense et de sécurité. Hors de chez nous aux États-Unis, Joe Biden est officiellement investi comme candidat du Parti démocrate. Par une convention virtuelle, plus de 4500 délégués ont fait part de leur choix. L'ancien vice-président des États-Unis acceptera plus formellement la nomination ce jeudi lors du discours de clôture de la convention démocrate. C'est officiel, Joe Biden est le candidat des démocrates à l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Convention virtuelle oblige, les 4750 délégués n'étaient pas présents sous le même toit, mais en duplex afin de voter en direct pour celui qui devra faire face à Donald Trump. Eh bien, merci beaucoup du fond du cœur, merci à tous. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Et je vous verrai jeudi. Merci, merci, merci. Joe Biden a célébré son nouveau statut de candidat démocrate avec sa femme et ses petits-enfants dans la bibliothèque d'une école du Delaware, son état d'origine. L'ancien vice-président des États-Unis, âgé de 77 ans, doit accepter plus formellement cette nomination jeudi lors du discours de clôture de la Convention démocrate. Et en bref, sachez que l'émission Dialogue élus citoyens autour des industries culturelles prévue pour ce jour à 21h sur les antennes de la RTB est reportée à une date ultérieure. Nous nous excusons par avance du désagrément. Et c'est ce qui referme le 20h de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.